Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons essayer d'améliorer le circuit de notre premier microprocesseur que nous avons conçu dans une vidéo précédente et dans laquelle nous allons améliorer ce circuit, donc ce microprocesseur, pour lui faire supporter ce qu'on appelle les instructions de saut conditionnelles. Donc tout d'abord, ceux qui n'ont pas vu la première vidéo consacrée à la conception de la première version du microprocesseur, je vous invite fortement à aller la regarder. Je vous mettrai le lien en description pour que vous puissiez suivre ensuite la vidéo actuelle. Donc tout d'abord, c'est quoi une instruction de saut conditionnelle? Donc nous avons vu dans la précédente version de notre microprocesseur la notion de saut inconditionnel grâce à l'instruction JMP. Donc c'est quoi un saut inconditionnel? C'est tout simplement le fait de rompre le déroulement séquentiel d'un programme pour que celui-ci puisse aller exécuter une instruction qui n'est pas forcément l'instruction suivante. Donc nous avons vu dans le programme que nous avons réalisé pour le premier microprocesseur un exemple de saut inconditionnel. Alors c'était pas exactement cet exemple-là, mais c'était un peu le même principe. Donc ici, on charge dans le registre A la valeur 0, puis on additionne 1 au registre A, donc on fait A égale A plus 1, et ici on fait un saut inconditionnel, c'est-à-dire qu'on demande au programme de revenir en fait, ou au processeur d'aller exécuter l'instruction précédente. Donc JMP boucle. Ici boucle, c'est ce qu'on appelle une étiquette ou un label. C'est quelque chose qu'on pose sur une instruction pour permettre au compilateur assembleur d'identifier l'instruction où on veut envoyer le déroulement du programme. Donc JMP boucle, jump boucle, c'est-à-dire aller exécuter l'instruction qui porte l'étiquette boucle. Et donc l'instruction qui porte l'étiquette boucle, c'est celle-ci. Et du coup, en fait, le programme continue ici. Donc une fois que le processeur arrive à cette instruction, il va retourner à celle-ci et il reprend le déroulement séquentiel. Donc après le add, il va continuer de nouveau sur JMP, qui va de nouveau l'envoyer à une instruction précédente, et donc ça nous fait une boucle infinie. D'où la notion de saut inconditionnel, c'est-à-dire c'est un saut qui ne dépend d'aucune condition, qui sera fait dans tous les cas. Donc dès qu'on arrive à cette instruction, on est sûr que le saut sera fait, et donc le processeur ira ensuite exécuter cette instruction-là, sans aucune condition. Et donc, par opposition à cette notion de saut inconditionnel, on a le saut conditionnel qui, lui, n'est pas sûr, ce n'est pas sûr que le saut va se faire. Cela va dépendre d'une certaine condition. Donc, voici un exemple. Donc, je charge ici dans le registre A la valeur 10. Et puis ici, je fais sub A dièse 1, c'est-à-dire je fais A égale A moins 1. Donc je soustrais 1 de A. Et ensuite ici, j'ai une nouvelle instruction que j'ai appelée JMP_NZ, ce qui veut dire jump if not 0, boucle. Concrètement, cette instruction, qu'est-ce qu'elle va faire? En fait, elle va faire le saut seulement si le résultat de l'instruction précédente n'est pas nul. Donc, note 0.
Et donc, on avait vu, lorsqu'on avait conçu l'UAL, là aussi, je renvoie ceux qui n'ont pas vu cette vidéo à aller regarder la vidéo sur l'UAL. On avait vu donc que l'UAL disposait d'un indicateur Z qui passe à 1 chaque fois que le résultat d'une opération est nul. Donc ici, on dit au processeur d'aller exécuter l'instruction étiquetée par boucle, donc finalement de revenir ici, seulement à condition que Z ne soit pas positionné, que l'indicateur Z ne soit pas en 1. Autrement dit, que le résultat de l'instruction précédente ne soit pas 0. Ce qui veut dire que tant que le résultat de cette soustraction n'est pas 0, eh ben, le processeur va revenir exécuter cette instruction. Et bien sûr, au bout d'un moment, 10 moins 1 égale 9, 9 moins 1 égale 8, à un moment donné, donc quand il arrive à 1, il va faire 1 moins 1. À ce moment-là, le résultat va être nul. Et donc l'indicateur Z de l'UAL va passer à 1. Et donc cette condition ne sera plus satisfaite. Donc le saut ne sera pas fait à ce moment-là, lorsque le résultat ici devient nul. Et bien le saut ne sera pas fait, et du coup en fait l'exécution se continue normalement à l'instruction suivante. Et donc on vient de faire une sorte de boucle while. Donc tant que le résultat n'est pas nul, on reste dans la boucle. Et quand le résultat devient nul, ben on sort de la boucle. Il existe une autre façon d'implémenter la même boucle, de faire la même chose, mais en utilisant cette fois-ci une condition sur la sortie de boucle. En fait, ici, on a une condition pour rester dans la boucle. Là, on lui dit retourne à la boucle si le résultat n'est pas nul. Mais on peut voir les choses à l'inverse, de lui dire ici, si le résultat est nul, ben tu sors de la boucle. Donc JMP-Z, fin. Jump if 0 à l'instruction étiquetée fin. Donc ici, lorsque le résultat devient nul, à ce moment-là, il va exécuter ce saut-là, jump if 0. Par contre, si le résultat n'est pas nul, donc il ne va pas faire ce saut, donc il va continuer normalement. Et quand il va continuer normalement, on a ici une instruction de saut inconditionnelle. On va lui redemander de retourner au début de la boucle. Donc finalement ici, on a inversé la condition. Ici, on teste la condition de sortie de boucle. Donc si le résultat est nul, on sort de la boucle. Sinon, il continue normalement. Et l'instruction suivante va en fait le renvoyer au début de boucle. Donc c'est deux façons en fait d'implémenter une boucle while. Soit en testant la condition qui permet de rester dans la boucle, soit ici en testant la condition qui permet de sortir de la boucle. Mais ici, ça exige que l'instruction suivante, ça soit une instruction de saut inconditionnelle pour faire retourner le programme en début de boucle. Donc voilà le principe des instructions de saut conditionnel. Alors ici, on a pris bien sûr une condition sur le fait que le résultat soit nul ou pas, mais en exploitant l'indicateur n, on pourrait faire aussi des conditions sur le fait que le résultat soit négatif ou pas. Et en combinant ces deux catégories d'instructions, ben, on peut finalement faire tous les tests de comparaison. Donc s'il y en a quelque chose qui nous permet de tester si un résultat est nul ou pas, s'il est négatif ou pas, ben finalement on pourra faire tous les tests de comparaison qu'on veut
inférieur, supérieur, inférieur ou égal, supérieur ou égal, etc. Donc, ce que nous devons rajouter maintenant à notre microprocesseur, ben, c'est le support de ce type d'instruction, JMPZ, JMPNZ. Et pour cela, ben, nous allons devoir rajouter des choses à notre circuit et en particulier ben, exploiter ici l'indicateur Z. Alors, avant de procéder à l'amélioration et à l'enrichissement du circuit, comme il risque d'y avoir pas mal de fils, nous allons déjà simplifier le circuit actuel en utilisant des tunnels pour diminuer justement le nombre de fils. Donc, tout ce qui est ici synchronisation, je vais utiliser maintenant des tunnels pour me débarrasser de ces fils-là, puisqu'on a compris dans la vidéo consacrée à la première version du microprocesseur, on a compris comment marchait cette partie-là, donc je ne vais pas revenir dessus. Donc on va tout simplement remplacer ces fils-là par des tunnels. Donc on va ici, on va prendre un tunnel et je vais par exemple commencer par éliminer ce fil-là. Donc ce tunnel-là, il va me servir pour l'incrémentation du compteur. Donc je vais l'appeler IC, incrémentation compteur. Et je vais prendre comme police de caractère un courrier new. Alors, et là, en gras, taille 12. Ok. Donc, je vais le dupliquer, CTRL-C, CTRL-V, puisqu'il m'en faut deux. Un que je vais positionner ici, et l'autre que je vais positionner ici. Et donc, je vais pouvoir me débarrasser de ce fil. Donc, j'enlève ce fil. Alors, je vais décaler un petit peu le texte pour pouvoir... Je vais aussi décaler celui-là. Voilà. Voilà. Donc, pour le moment, je vais l'amener jusque là et après, je vais le raccourcir. Voilà, ici. Donc ça, c'est incrémentation compteur. Ça, c'était écriture registre, activation UAL et lecture mémoire. Alors mon IC ici, ben, je vais l'orienter vers le nord, celui-ci, et je vais le connecter ici. Donc voilà, ce tunnel-là m'a remplacé ce fil. Donc je vais faire la même chose pour lecture mémoire. Donc déjà, je me suis débarrassé de tous les fils qui servaient pour la synchronisation grâce au tunnel. Et ça fait déjà un circuit beaucoup plus aéré. Alors, on va pouvoir maintenant avoir de l'espace ici pour faire notre extension pour le support de saut conditionnel. Donc, j'ai besoin d'exploiter cet indicateur Z pour faire un JMP si le Z passe à 1. Donc, bien sûr, le JMP inconditionnel qui existe, ben celui-là, je le garde. Mais du coup, je vais avoir besoin d'utiliser un bit supplémentaire de mon code opératoire pour le saut JMP Z. C'est-à-dire faire le JMP seulement si
l'indicateur Z est égal à 1. Donc ça vous évoque quoi? Si on dit il faut faire le saut seulement si l'indicateur Z vaut 1, ça veut dire que j'aurai besoin d'une porte E ici. Donc lorsque j'aurai une instruction JMPZ, jump if 0, il faudra que dans le code opératoire de mon instruction, je mette ce bit-là 1. Donc ce bit-là, je vais l'appeler JMPZ, hein, CTRL-C, CTRL-V. Donc celui-là, ça va être JMPZ, donc je le change. Voilà. Donc si je suis dans le cas d'une instruction JMPZ, ce bit-là sera 1. Mais pour que le saut soit réalisé, il faut aussi que l'indicateur Z soit 1. C'est-à-dire qu'il faut d'une part que ça soit effectivement une instruction JMPZ, mais il faut en plus que l'indicateur Z soit 1. C'est-à-dire finalement que le résultat de l'UAL soit nul. Et donc j'aurai besoin ici d'une porte et pour avoir les deux conditions. Donc une porte E à deux entrées que je vais orienter vers l'ouest. Je vais prendre une porte de petite taille et je vais la connecter ici. Voilà. Et donc maintenant, il faut que je relie ça à ce qui permet de réinitialiser mon compteur, comme j'avais fait avec JMP. Et bien sûr, je ne peux pas connecter ce fil-là directement ici, parce que s'il y a une information qui vient sur ce fil et une autre qui vient sur ce fil, ça va entrer en collision. Donc en fait, ce que j'ai besoin de faire à ce niveau, c'est tout simplement, je vais utiliser une porte OU. Tout simplement. Donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand est-ce que je dois réinitialiser le compteur? Je dois réinitialiser le compteur dans deux cas. Soit il s'agit d'une instruction JMP, soit il s'agit d'une instruction JMPZ, et bien sûr, si l'indicateur Z vaut 1. Donc j'ai deux cas possibles où le compteur peut être initialisé. Donc je vais avoir besoin de faire ici un OU entre ces deux entrées. Donc je vais prendre une porte OU. Que je vais orienter vers l'ouest. Alors, pour le moment, je vais la faire à deux entrées, ou je vais la laisser comme ça, parce qu'en fait, on va avoir besoin d'autres entrées pour la porte OU. On va en tout avoir besoin, en réalité, d'une, deux, trois, quatre, cinq. Une, deux, trois. Une porte OU à 50. 2, 3, 4, 5. Oui, 5 entrées. Alors, je vais peut-être la placer ici, ma porte OU. Voilà. Je vais la faire remonter un petit peu. Donc, je décale ça. Je la fais remonter un petit peu. Donc, je connecte la sortie de mon JMPZ ici. Et mon JMP, je vais le connecter là. Voilà.
Alors pour le moment c'est rouge parce qu'il n'y a pas encore ces entrées-là, mais on va les compléter. Donc pour le moment, mon processeur, il va supporter de cette façon-ci, il va supporter deux instructions. Une instruction JMP, saut inconditionnel, et une instruction JMPZ, saut inconditionnel, si le résultat de l'instruction précédente est nul. Maintenant, nous allons implémenter ce qu'il faut pour pouvoir faire le JMP NZ. Alors le JMP NZ, c'est presque pareil que JMPZ, sauf que la condition, c'est l'inverse du Z. Donc il faut que ça soit, il faut pas que le Z soit 1, il faut qu'il soit à 0. Donc c'est l'inverse du Z. Et pareil, je vais avoir besoin d'un bit supplémentaire. Donc il va falloir que je fasse un peu de place ici. Donc je vais descendre ça. Je vais descendre ça aussi pour pouvoir utiliser un autre bit ici du code opératoire qui va servir pour le JMP NZ. Donc, je vais avoir aussi besoin d'une porte E, donc CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Et donc, mon JMP NZ, le bit qui indique qu'il s'agit d'une instruction JMP NZ, je le relis ici. Et maintenant ici, il faudrait en fait connecter l'inverse du Z. Donc je peux utiliser un inverseur, hein. Je peux mettre un inverseur ici, mais c'est encore plus simple. En fait, on a la possibilité directement ici au niveau de la porte E d'inverser ces entrées. Donc ici, je peux faire negate one. Donc si je fais yes, il rajoute un petit cercle ici qui veut dire que l'entrée va être inversée avant d'être injectée dans la porte E. Donc, si je connecte le Z ici, eh ben en fait, il va être inversé avant d'aller vers la porte E. Et donc ici, j'aurai le NZ, l'inverse du Z. Donc, ce bit-là du code opératoire, c'est celui qui va servir à l'implémentation de l'instruction JMP NZ. Donc si ce bit-là vaut 1 et que le Z vaut 0, eh ben à ce moment-là, le saut pourra être réalisé. Voilà. Et on fait la même chose maintenant pour N, pour négatif. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Donc, je prends de nouveau une porte E. Donc, ça va être pour JMPN, c'est-à-dire faire le saut si le résultat de l'instruction précédente est négatif. Et donc, je vais aussi avoir besoin d'un bit supplémentaire ici pour l'instruction JMPN. Voilà. Donc ça, CTRL-C, CTRL-V, ça va être le bit du code opératoire qui va permettre d'implémenter l'instruction JMPN, jump if négatif. Et donc pareil ici, il faut que je relie ça à la porte ouvre. Et enfin, le contraire de N, c'est-à-dire si le résultat est positif ou nul, supérieur ou égal à 0, ben je vais faire la même chose que j'ai fait pour le Z. Donc CTRL-C, CTRL-V.
Donc ici, je vais prendre le contraire de n. Donc du coup, je vais peut-être inverser en fait pour être juste à côté. Donc je vais enlever ce fil et celui-là le remonter ici. Et le n le faire ici vers le bas. Comme ça, je peux le reprendre d'ici directement. Et par contre, ben, j'aurai encore besoin d'un bit supplémentaire du code opératoire pour le JMP. Alors, on peut l'appeler JMP-NN, note négatif, ou on peut l'appeler aussi positif ou nul. Donc, on peut l'appeler JMP PZ. Jump if positif or 0. Ou bien on pourrait l'appeler JMP-NN, non négatif, ce qui revient au même que positif ou nul. Et donc ici, pareil, il faut que je relie ça à ma porte ou, et voilà. Là, j'ai implémenté, je viens de finir d'implémenter tout ce qu'il faut pour avoir 4 instructions de saut conditionnel. JMPZ, donc saut si le résultat de l'instruction précédente est nul. JMPNZ, saut si le résultat de l'instruction précédente n'est pas nul. JMPN, saut si le résultat de l'instruction précédente est négatif. Et enfin, JMPPZ, saut si le résultat de l'instruction précédente est positif ou nul. Alors, comme vous le voyez, il commence à y avoir là aussi beaucoup de fils dans notre circuit. Ben, nous allons faire la même chose. Donc, pour tous ces bits-là qui contrôlent les instructions de saut, ben, nous allons utiliser un tunnel pour ce qui va grandement en fait simplifier notre circuit. Et voilà, donc je me suis débarrassé de tous les fils grâce à ce tunnel. Alors, je vais pouvoir remettre peut-être ici les étiquettes JMP. Ça, c'est JMPZ. Ça, c'est JMPNZ. Ça, c'est JMPN. Et enfin, ça, c'est JMPPZ. Ça, je vais pouvoir le descendre un peu. Et voici la partie de mon circuit qui va gérer les sauts. Et vous voyez que j'ai quelque chose de plus joli. D'ailleurs, ça, je peux aussi peut-être le rapprocher un petit peu. Voilà. Et voici donc mon circuit qui est beaucoup plus aéré que tout à l'heure. Donc voilà, ceci, je pense qu'on n'a rien oublié. Donc on a enrichi notre circuit de microprocesseur avec une partie qui nous a permis maintenant le support d'instructions de saut conditionnel. Et nous verrons dans une prochaine vidéo comment définir ces instructions donc en langage machine.